En 1970, la baie de Port Phillip était sous la protection des requins. Les araignées de mer pouvaient s'y rassembler une fois par an, en sachant qu'elles n'avaient rien à craindre. Mais l'océan a commencé à changer, et en 50 ans, plus de 71% des requins ont tout simplement disparu. Alors, des heures sombres sont arrivées pour les crabes. Regardez de plus près, c'est un cimetière géant. Est-ce qu'il suffit de quelques raies pour faire autant de dégâts? Chaque année, un événement fantastique se produit dans la baie près de Melbourne. Des dizaines de milliers d'araignées de mer géantes se rassemblent et défilent sur le fond marin. Pas pour le spectacle bien sûr, même s'il est impressionnant. En général, les araignées de mer ne sont pas si faciles à repérer. Elles se fondent dans leur environnement grâce à leur camouflage. Mais lorsqu'une horde entière de ces crabes se dirige vers vous, il devient difficile de rater ça. Les crabes ont-ils des festivals de musique? Ou est-ce un Comic-Con australien sous-marin? L'explication est simple. Les crabes se rassemblent dans la baie pour se débarrasser de leur vieille peau. Pour grandir, ils doivent se débarrasser de leurs vieux exosquelettes. Mais le nouvel exosquelette mettra plusieurs jours pour durcir. En plus, les crabes sont si faibles après la mue que certains ne peuvent même pas se tenir debout. Et c'est là que les raies entrent en jeu. Elles savent bien que les crabes ne pourront pas se défendre et que sans carapace dure, ils seront des proies faciles. Les raies les aspirent littéralement dans leur gueule comme des spaghettis. Mais attendez, comment les raies comprennent-elles qui elles doivent manger et où se trouvent les proies? Je ne mets pas en doute leur habileté à la chasse, mais les crabes sont, en dessous. La gueule de la raie se trouve sous le corps, mais ses yeux sont au sommet. Après tout, les raies ne peuvent pas se retourner sans cesse pour vérifier si leur proie s'est échappée. Imaginez devoir faire des sauts périlleux avant de mordre dans un sandwich. Pas très pratique, hein? Les raies ont trouvé un moyen. Grâce à un organe spécial, elles sont capables de détecter de minuscules courants électriques provenant d'autres animaux. Cet organe est appelé l'ampoule de Lorenzini, et il s'agit en quelque sorte de tubes à l'intérieur du corps du poisson. En bref, ce sont des narines supplémentaires. Ces ampoules permettent de détecter les plus petites variations du champ électrique. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir des yeux, vous pouvez simplement ouvrir la gueule et... Pas étonnant qu'il soit impossible de se cacher d'une raie affamée. Si elle veut manger un crabe, elle mangera un crabe. Surtout quand il y en a des milliers. Elle en mangera tellement qu'elle ne pourra plus les voir en peinture. Une telle voracité affecte inévitablement la population. Parfois, seuls quelques centaines de crabes survivent à la mue. Vous imaginez ça? Plusieurs milliers sont venus dans la baie pour se débarrasser de leur vieille peau, et presque aucun d'entre eux n'a survécu. C'est vraiment ce que la nature avait prévu? C'est trop impitoyable, même pour la sélection naturelle. Les crabes devraient pouvoir se défendre, peut-être que des espèces plus intelligentes perdent leurs vieux exosquelettes ailleurs. Hélas, les crabes n'ont pas le choix. Il n'y a rien qu'ils puissent faire lorsque les mécanismes naturels sont activés. Aussi étrange que cela puisse paraître, la baie de Port Phillip est l'endroit le plus sûr pour le faire. Lorsque des milliers de crabes se regroupent, comme les petits poissons dans les grands bancs, chaque individu a moins de chances d'être mangé. Alors oui, il n'y a aucune garantie que celui qui survivra, ce sera vous et pas votre voisin de gauche. Mais au moins, il y a une chance. Peut-être que parfois les crabes essaient d'effrayer les prédateurs. Sinon, comment expliquer les énormes pyramides qu'ils construisent au fond? Les scientifiques n'ont toujours pas compris la signification de cette structure, mais je pense que c'est un mécanisme de défense. Vous savez quand un animal se met sur ses pattes arrière pour paraître plus gros et plus effrayant, c'est la même chose ici. Enfin, je doute que ça aide. Je pense plutôt que les raies voient une pile de crabes comme nous voyons une pile de cheeseburgers. Vous avez peur des cheeseburgers, vous? C'est ce que je pensais. Mais les crabes sont plus nombreux que les raies. Ils ont des pinces. Pourquoi ne pas riposter? Eh bien, on dirait que les crabes trouvent seulement le courage d'affronter les caméramens. C'est qui que tu filmes? Viens par là! Ok, tout est clair pour les crabes. Ils ne peuvent pas lutter contre leur destin. Ce sont les malheureuses victimes de la sélection naturelle. Mais comment les raies ont-elles compris que la saison de la mue était le moment idéal pour un somptueux dîner? Même si les raies sont des poissons, je vous donne une seconde pour assimiler ça. Donc, même si les raies sont des poissons, elles ont amélioré leur intellect. C'est particulièrement vrai pour les raies mantas. Les raies mantas sont les plus grandes raies qui existent aujourd'hui. Et elles peuvent atteindre jusqu'à 7 mètres de diamètre, d'envergure. C'est difficile de mesurer une créature avec une forme si étrange. Les raies mantas sont comme des baleines dans le monde des raies. Elles se nourrissent même de plancton, mais leur caractéristique la plus inhabituelle, c'est leur intelligence.
Certains chercheurs affirment que les raies mantas savent même reconnaître leurs reflets. Seules quelques espèces peuvent le faire, dont les humains. Je ne serais pas surpris de découvrir que les raies mantas sont des parents à nous, seulement très éloignés et très plats. D'autres raies ont même appris à utiliser des outils, mais ça risque d'être difficile. Quand on est une raie, on n'a pas beaucoup de membres, donc rien pour tenir le bâton. Mais une raie peut créer un courant d'eau pour extraire la nourriture coincée quelque part sous une pierre. En termes de technique de chasse, les raies peuvent se montrer très créatives. Par exemple, cette raie a décidé de prendre un poisson dans cet aquarium pour le déjeuner, l'a pressé contre la vitre et a essayé de l'aspirer dans sa gueule. Ne vous inquiétez pas, le poisson a été sauvé, l'histoire s'est bien terminée. Mais la façon la plus cool de chasser a peut-être été inventée par les raies mantas. Alors oui, elles se nourrissent de plancton, ce n'est pas si spectaculaire, blablabla. Vous n'avez pas vu comment les raies mantas se déplacent. Elles migrent à la recherche de nourriture et on dirait des images tirées d'un film de science-fiction. S'il y avait autant de raies à Port-Phillip, il n'y aurait plus de crabes dans les eaux australiennes. Mais revenons à la chasse. Les raies s'approchent les unes des autres, créant un entonnoir avec des essaims de plancton au milieu. Il ne reste plus qu'à se rapprocher et bonjour le festin. Lorsque les raies se nourrissent près de la surface de l'eau, elles utilisent une tactique différente, en effectuant simultanément des mouvements semblables à des vagues et en plongeant plus profondément les unes après les autres, rangées par rangées. Et parfois, elles sautent hors de l'eau, peut-être pour alerter les autres qu'elles ont trouvé de la nourriture, ou peut-être pour attirer les femelles. Allez, il faut admettre que c'est beau, et je ne suis même pas une raie, enfin je crois. Mais les raies mantas sont des créatures inoffensives qui ne vous attaqueront pas, même si elles le veulent. Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Vous aspirez ? Mais les raies électriques, c'est une autre histoire. L'évolution leur a donné des organes électriques spéciaux situés des deux côtés de la tête. Il s'agit d'une sorte de batterie qui génère 50 à 220 volts, assez pour assommer un homme adulte, mais pas assez pour le tuer, à moins bien sûr que la victime de la raie ait des problèmes cardiaques. En outre, une seule décharge électrique dure environ 0,03 secondes, mais les raies ont tendance à en générer toute une série, jusqu'à la victoire. Cependant, l'arme la plus commune des raies est la pointe venimeuse de leur queue. Toutes les espèces n'en ont pas, mais c'est cette pointe qui a tué le célèbre naturaliste Steve Irwin. La raie, effrayée, lui a percé la poitrine et l'a poignardé au cœur. Si la pointe avait touché un autre endroit, Irwin aurait survécu, car ce venin n'est pas mortel pour les humains. Mais, enfin bon. Comme je l'ai dit, cette raie n'a attaqué le naturaliste que parce qu'elle a eu peur. Il n'y a tout simplement aucune autre raison pour elle de s'attaquer aux humains. Nous ne sommes pas sur leur menu, et elles ne sont pas curieuses comme les requins qui peuvent mordre des gens à des fins de recherche. Et pourtant, le nombre d'attaques de raies augmente. Il semble que leur population augmente, ce qui signifie que les gens sont de plus en plus susceptibles de marcher accidentellement sur une raie quelque part dans des eaux peu profondes. Notre planète n'a tout simplement pas assez de requins. Non, vraiment. Pendant des millions d'années, ils réduisaient la population de raies de la manière la plus simple qui soit, en les chassant. Il est difficile de se repeupler quand on peut être mangé à tout moment. Mais les temps ont changé. Il y a beaucoup de raies et c'est devenu un problème. Et pas seulement pour les araignées de mer. Enfin, franchement, ces pauvres crabes qui se rassemblent dans la baie de Port-Phillip ne sont pas seulement dévorés par les raies, c'est un véritable buffet pour tous les animaux proches. Mouettes, phoques, dauphins, même les autres araignées de mer. Après la mue, chacune est très faible, ce qui signifie qu'elles ont un besoin urgent de reprendre des forces. Pour manger. Pourquoi faire un effort quand on peut opter pour le cannibalisme ? Pas d'amour pour ton prochain. Savez-vous qui est le deuxième meilleur mangeur de crabes à Port-Phillip ? Après les raies, bien sûr, les étoiles de mer. Sérieux ? Et puis quoi encore ? Des coraux agressifs ? Les étoiles de mer Asterias amurensis ne sont pas censées vivre aussi loin dans le sud, mais cette espèce a été introduite dans les eaux locales et ont estimé qu'il s'agissait d'un lieu de villégiature. Surtout quand il y a tellement de nourriture autour qui ne peut pas se défendre. Les scientifiques s'inquiètent déjà sérieusement du fait qu'avec les raies, elles pourraient manger toutes les araignées de mer. Attendez une seconde, nous avons un nouveau gagnant, une créature qui arrive en tête de la compétition de destruction de crabes. Les humains. Il est probablement très difficile de résister quand il y a des dizaines de milliers de crabes au même endroit. Il existe actuellement une limite de 30 crabes par personne et par jour, mais personne ne semble respecter cette règle. En fait, les gens ne se contentent pas de détruire les araignées de mer, ils coupent aussi la source de nourriture des animaux qui s'en nourrissent. Et surtout, ces crabes ne sont pas comestibles pour l'homme. Alors, quel est l'intérêt ? Juste pourquoi ? Why? Après tout,
Pendant longtemps, la migration des araignées de mer était un secret connu seulement de Melbourne et des plongeurs avides qui exploraient la baie. Si les choses étaient restées en l'état, les crabes n'auraient peut-être pas souffert, mais le célèbre présentateur de télévision et naturaliste David Attenborough a sorti le film Blue Planet 2, où il parlait de la migration des crabes. Bien sûr, il n'imaginait pas les conséquences. La nouvelle a été reprise sur les réseaux sociaux, elle s'est répandue dans le monde entier, et les crabes ont commencé à disparaître. Pour les préserver, l'Alliance des araignées de mer a été créée. Aujourd'hui, une pétition demande instamment de ne plus attraper les araignées de mer pendant la migration et de les traiter avec soin. Si vous le voulez, vous pouvez la signer maintenant. A plus!